Le poids d'un héritage royal. Dans les couloirs feutrés de Buckingham, les traditions et les secrets se mêlent depuis des générations. L'annonce de la révélation de la dernière volonté du roi défunt, portée par la princesse Anne, a provoqué une onde de choc non seulement au sein de la famille royale britannique, mais également dans tout le pays. La décision d'un souverain, même après sa disparition, peut remodeler les équilibres, raviver des tensions et redessiner des liens familiaux fragilisés. Lorsque la princesse Anne, réputée pour sa discrétion et sa loyauté, a pris la parole pour dévoiler les paroles ultimes de son père, les regards se sont immédiatement tournés vers William et Harry. Les deux frères, déjà divisés par des années de tensions médiatiques et personnelles, se sont retrouvés face à un héritage inattendu. Une révélation solennelle au cœur de Buckingham. Il est rare qu'un silence aussi pesant s'impose dans les salons somptueux de Buckingham Palace. Ce jour-là, pourtant, chaque respiration semblait mesurée, chaque geste calculé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le décès du roi avait déjà plongé la nation dans une atmosphère de deuil national, mais ce moment précis revêtait une dimension différente. Il ne s'agissait plus seulement de rendre hommage à un souverain, mais de découvrir le legs le plus intime qu'il laissait à sa famille et, par extension, à son peuple. La princesse Anne, unique fille du défunt, fut désignée pour accomplir cette mission délicate. Connue pour sa loyauté sans faille, sa rigueur et son absence de goût pour le scandale, elle représentait la figure idéale pour porter une telle parole. On raconte qu'elle se tenait droite, presque immobile, vêtue d'un tailleur sombre dont la simplicité contrastait avec la richesse des dorures qui ornaient la salle. Dans ses mains, un dossier scellé par la signature royale, symbole tangible d'une autorité qui, même après la mort, conservait toute sa force. La mise en scène de la solennité. La salle d'apparat où se déroulait la scène avait été choisie avec soin. Les portraits des ancêtres, accrochés au mur, semblaient observer l'assemblée, rappelant que chaque décision d'un monarque s'inscrivait dans une lignée séculaire. Les lustres étincelaient, mais la lumière filtrée des fenêtres ajoutait une nuance crépusculaire à l'ensemble, comme si l'histoire elle-même se chargeait de donner une dimension dramatique à l'instant. Autour de la princesse Anne, les membres les plus proches de la famille royale avaient pris place. William, futur héritier, était assis aux côtés de son épouse, affichant une posture raide, presque militaire. Harry, arrivé discrètement la veille, semblait plus détendu en apparence, mais son regard trahissait une tension intérieure. D'autres figures, moins médiatisées mais essentielles, complétaient le cercle, conseillers, dignitaires religieux, représentants du conseil privé. Les médias, pour une fois, étaient tenus à l'écart. Aucune caméra, aucun flash. Seule comptait la gravité du moment. Les premières paroles de la princesse. Quand la princesse Anne prit enfin la parole, sa voix, ferme mais chargée d'émotions contenues, résonna dans le silence. Elle rappela que son père, dans ses derniers instants, avait insisté pour que ses volontés soient lues publiquement devant ses enfants et ses proches. Ce choix n'était pas anodin. Le souverain avait voulu éviter les rumeurs, les interprétations divergentes et les querelles intestines qui avaient déjà trop marqué l'histoire récente de la monarchie. Elle déroula d'abord les passages plus protocolaires, instructions concernant la gestion du patrimoine royal, recommandations pour la préservation des domaines historiques et souhaits relatifs à certaines œuvres de bienfaisance qui lui tenaient à cœur. Ces éléments, bien que fondamentaux, furent reçus avec la gravité habituelle, sans provoquer de réaction visible. Mais chacun savait que l'essentiel viendrait plus tard. Le message personnel est inattendu, puis vint le moment tant attendu. La princesse marqua une pause, inspira profondément et annonça qu'elle allait lire le passage le plus personnel du document. Ce dernier était adressé non pas à une institution ou à un peuple, mais à ses enfants. La voix d'Anne se fit plus lente, pesant chaque mot. Le roi évoquait d'abord son amour indéfectible pour sa famille, reconnaissant les épreuves traversées par chacun. Puis il insista sur l'importance de l'unité. « J'ai gouverné avec la conviction que la force de la monarchie repose sur la cohésion de ceux qui la portent.
Mes fils, William et Harry, doivent se souvenir que leur devoir n'est pas seulement envers eux-mêmes, mais envers l'histoire, envers leur mère et envers le peuple qui nous observe. Ces mots, simples mais puissants, eurent l'effet d'une déflagration silencieuse. Les visages se figèrent, les regards se croisèrent, et l'air sembla plus lourd. Pour la première fois depuis longtemps, le défunt roi apparaissait non plus comme une figure distante et institutionnelle, mais comme un père soucieux de l'avenir de ses enfants. Les réactions dans la salle, les témoins présents décrivent un contraste saisissant. William resta stoïque, les yeux fixés sur le sol, les mâchoires serrées, comme pour contenir un flot d'émotions. Harry, en revanche, sembla plus vulnérable. Ses traits se crispèrent, ses mains se froissèrent nerveusement, et certains affirmèrent avoir aperçu une larme perler au coin de son œil. La princesse Anne, consciente de l'impact de ses paroles, continua sans faiblir. Elle lut un passage dans lequel le roi rappelait explicitement à ses fils leurs responsabilités communes. « Le peuple peut accepter nos erreurs, mais il ne pardonnera pas une famille divisée. Je vous demande, en tant que père et en tant que roi, de trouver une voie vers la réconciliation. » Ces phrases résonnèrent comme une injonction. Il ne s'agissait plus seulement de sentiments personnels, mais d'un devoir moral et dynastique. Une atmosphère quasi théâtrale, à cet instant précis. Le décor, les mots et les regards se fondirent en une scène presque théâtrale. Tout semblait orchestré, la lumière tombant sur les visages, les respirations suspendues, les gestes retenus. Pourtant, rien n'était prévu pour les caméras. C'était un moment de vérité brute, destiné à un cercle restreint, mais appelé à se propager dans le monde entier par le biais des récits, des confidences et, inévitablement, des fuites dans la presse. Le contraste entre l'intimité de la salle et l'écho planétaire que cette révélation allait susciter ne pouvait échapper à personne. Déjà, certains conseillers échangeaient des regards inquiets. Comment la presse interpréterait-elle ces mots? Quel impact aurait-il sur l'opinion publique? Et surtout, comment William et Harry réagiraient-ils une fois sortis de ce huis clos? La princesse Anne conclut la lecture d'une voix posée, sans commentaire personnel. Mais l'Assemblée savait que l'essentiel venait d'être dit. Derrière les phrases choisies avec soin se cachait un message clair. La monarchie ne survivrait pas à une division durable de ses héritiers. William et Harry face à l'héritage émotionnel. Lorsque la princesse Anne termina la lecture du passage adressé aux deux fils du roi, un silence presque glacial s'abattit sur la salle. Ce silence n'était pas celui du recueillement, mais celui d'une tension palpable, d'un poids qui s'abattait sur des épaules déjà lourdement chargées. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut se rappeler le contexte. Depuis plusieurs années, la relation entre William et Harry, autrefois fusionnelle, s'est transformée en fracture ouverte, observée et commentée par le monde entier. Un passé fraternel désormais lointain. Dans leur jeunesse, William et Harry incarnaient l'image idéalisée des princes modernes. Complices, rieurs, ils partageaient non seulement les épreuves d'une enfance marquée par la perte de leur mère, Diana, mais aussi les moments de gloire publique lors d'événements officiels. Leurs apparitions côte à côte rappelaient une certaine fraîcheur dans une monarchie parfois jugée trop rigide. Mais cette fraternité, célébrée par les médias et adorée par le public, s'est progressivement fissurée. Les choix de vie, les responsabilités et surtout l'arrivée de Meghan Markle dans la vie de Harry ont déclenché une cascade d'incompréhension. Lorsque le couple décida de se retirer de la vie royale et de s'installer aux États-Unis, le fossé devint abyssal. Les interviews explosives, les accusations implicites de racisme et de manque de soutien institutionnel ont envenimé la situation. La famille royale, soucieuse de préserver son image, a adopté une posture de réserve, tandis que Harry et Meghan s'exprimaient ouvertement devant les caméras américaines. C'est dans ce climat de méfiance et de blessures encore vives que la voix du roi, relayée par sa fille, est venue frapper de plein fouet les deux frères. Le visage impassible de William. William, l'héritier, a écouté chaque mot avec une maîtrise presque glaçante,
Assis bien droit, les mains jointes sur ses genoux, il semblait déterminé à ne rien laisser paraître. Mais les témoins présents parlent de détails subtils. Ses mâchoires serrées, son regard fuyant parfois vers le sol, comme pour éviter de croiser celui de son frère. Cette impassibilité apparente peut être interprétée de deux manières. La discipline d'un futur roi, soucieux de contrôler ses émotions, ou la rigidité d'un homme blessé, incapable d'exprimer ce qu'il ressent réellement. William, en tant que futur monarque, porte la charge de l'institution sur ses épaules. Pour lui, la demande de réconciliation de son père n'est pas seulement une affaire de cœur, mais une responsabilité politique. Une réconciliation ratée pourrait fragiliser la confiance du peuple, déjà ébranlé par les scandales et les divisions internes. C'est pourquoi certains proches affirment qu'il ne pouvait se permettre de montrer une réaction impulsive, préférant contenir son ressenti derrière un masque de dignité. L'émotion visible de Harry. À l'opposé, Harry n'a pas cherché à cacher son trouble. Ses mains froissaient nerveusement un mouchoir. Son visage se crispait à mesure que les phrases de son père résonnaient dans la salle. Plusieurs témoins rapportent avoir vu ses yeux s'embuer, ses lèvres trembler légèrement. Le prince rebelle, habitué aux projecteurs américains et à l'expression sans filtre de ses émotions, n'a pas su dissimuler l'impact de ses paroles. Pour Harry, la situation est encore plus complexe. Exilé volontaire, il a souvent exprimé son sentiment d'abandon, affirmant que l'institution royale n'avait pas protégé sa famille. Pourtant, malgré les rancunes et les blessures, le message paternel résonnait comme une main tendue. Le peuple peut accepter nos erreurs, mais il ne pardonnera pas une famille divisée. Cette phrase, reprise par les témoins, l'aurait particulièrement touché. Elle plaçait son choix personnel face à une responsabilité collective, celle de ne pas fragiliser l'image de la couronne. L'écart grandissant entre deux destins. Cette scène illustre à elle seule la divergence des trajectoires. William est prisonnier ou garant, selon le point de vue, de la continuité dynastique. Son rôle ne lui permet ni fuite, ni contestation publique. Harry, en revanche, a choisi la liberté, mais une liberté qui s'accompagne de critiques permanentes et d'une perte de légitimité auprès d'une partie de l'opinion britannique. L'injonction du roi défunt confronte donc les deux frères à une question existentielle. Comment réconcilier deux visions opposées de leur rôle au sein de la famille royale? William, symbole de l'ordre et de la stabilité, doit composer avec un frère qui incarne désormais la rupture et la critique. Certains observateurs estiment que cette opposition pourrait devenir une opportunité. La réunion de deux figures contraires permettrait d'élargir l'image de la monarchie, plus moderne et inclusive d'un côté, plus traditionnelle et rassurante de l'autre. Mais d'autres jugent ce pari impossible, tant les blessures personnelles semblent profondes. Les regards de l'Assemblée. Autour d'eux, les réactions étaient tout aussi éloquentes. Kate Middleton, assise près de William, affichait un visage impassible, mais ses yeux semblaient analyser chaque mouvement de son mari et de son beau-frère. Meghan Markle, absente de la salle mais omniprésente dans les discussions, fut évoquée à voix basse par certains conseillers. Comment réagirait-elle à ces paroles si elles venaient à être rendues publiques? Les dignitaires religieux présents interprétèrent le message du roi comme une exhortation spirituelle à la réconciliation. Les conseillers politiques, quant à eux, y virent un avertissement. La monarchie, déjà fragilisée par les scandales, ne pouvait pas se permettre une nouvelle fracture médiatisée. Un héritage émotionnel lourd à porter. En somme, ce que la princesse Anne venait de lire dépassait largement le cadre d'un testament familial. Il s'agissait d'un héritage émotionnel, une sorte de devoir moral transmis par un père à ses fils. Mais la lourdeur de ce legs résidait dans son ambiguïté. Comment demander à deux hommes, blessés et éloignés, de reconstruire un lien dans un contexte où chaque geste est scruté par la presse mondiale? L'instant fut donc doublement marquant. Il rappela au public la fragilité des liens familiaux, même au sommet du pouvoir, et il plaça William et Harry devant une responsabilité historique. Leur réponse,
qu'elle soit un rapprochement sincère ou une nouvelle rupture, aurait désormais valeur de symbole. Les implications politiques et dynastiques. La révélation des dernières volontés du roi ne fut pas seulement un moment de recueillement familial. Elle eut, dès l'instant où les mots franchirent les lèvres de la princesse Anne, une résonance politique et dynastique considérable. En Grande-Bretagne, chaque geste, chaque parole d'un monarque s'inscrit dans une longue tradition, mais aussi dans une mécanique institutionnelle fragile. La monarchie, bien que constitutionnelle, demeure un symbole d'unité nationale. Or, ce symbole vacille dès lors que les héritiers eux-mêmes incarnent la division. Un contexte de fragilité institutionnelle. Depuis plusieurs décennies, la monarchie britannique traverse une zone de turbulence. Les scandales liés à certains membres de la famille, l'ombre persistante de la disparition tragique de Diana, la médiatisation des querelles internes, autant d'événements qui ont alimenté une critique croissante de l'institution. Les jeunes générations, notamment, expriment de plus en plus ouvertement leur scepticisme. Dans les rues de Londres, il n'est pas rare d'entendre des voix demander un débat sérieux sur l'avenir de la monarchie. Certains partis politiques, bien que minoritaires, soutiennent déjà l'idée d'une transition vers une république. Dans ce climat, chaque faux pas familial devient un argument supplémentaire contre le maintien de la couronne. Le roi défunt, conscient de cette fragilité, avait compris que la division entre ses fils représentait une menace bien plus grave que les attaques extérieures. C'est pourquoi son testament moral insistait sur l'unité. Pour lui, la survie de l'institution passait par la réconciliation de William et Harry. La réaction du conseil privé. Dès la sortie de la salle où la lecture eut lieu, les regards se sont tournés vers le conseil privé, organe consultatif qui accompagne le monarque dans ses décisions. Plusieurs de ses membres, juristes et conseillers chevronnés, se sont exprimés en aparté. Pour eux, l'appel du roi n'était pas seulement symbolique. Il constituait une feuille de route politique. Si les princes ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, nous risquons de voir se multiplier les critiques institutionnelles, aurait confié un conseiller, sous couvert d'anonymat. D'autres évoquaient déjà la nécessité de mettre en place des médiations discrètes, loin des caméras, afin de préparer le terrain à une éventuelle réconciliation publique. Le message du roi, lu par Anne, fut ainsi interprété comme une obligation politique. Rétablir l'image d'une dynastie soudée pour préserver la légitimité du trône. La place singulière de la princesse Anne. Le rôle joué par la princesse Anne dans cette révélation ne fut pas anodin. Longtemps considérée comme une figure secondaire, préférant les engagements caritatifs aux projecteurs médiatiques, elle s'est soudain retrouvée au centre du jeu. En portant la voix de son père, elle est devenue la garante morale de son héritage. Ce choix du roi révèle aussi une stratégie implicite. Confier à la fille la plus discrète la tâche la plus délicate. En effet, ni William ni Harry n'auraient pu lire ces mots sans être accusés de manipulation ou d'interprétation intéressée. En choisissant Anne, le souverain a assuré une neutralité quasi incontestable. Dès lors, Anne incarne une figure nouvelle, celle de l'arbitre silencieux, capable de rappeler à l'ordre ses neveux en cas de dérive. Plusieurs analystes estiment que son influence, bien que discrète, pourrait croître dans les mois à venir, au point de devenir un contrepoids moral au futur règne de William. L'enjeu médiatique. Parallèlement aux réflexions politiques, les médias se sont emparés de l'affaire. Dès que les premiers échos de la lecture ont filtré, les tabloïds britanniques ont titré sur « L'appel à l'unité du roi défunt ». Les chaînes internationales, elles, y ont vu un feuilleton dynastique digne des grandes séries télévisées. Les journalistes ont disséqué chaque mot, chaque geste. La posture figée de William, les larmes contenues de Harry, la sobriété d'Anne. Tout fut interprété, analysé, amplifié. Certains éditorialistes affirmèrent que le roi avait eu raison d'anticiper ce déchaînement médiatique en imposant une lecture publique et transparente. D'autres, au contraire, dénoncèrent une exposition excessive des blessures familiales. Quoi qu'il en soit, l'effet fut immédiat. L'opinion publique se passionna pour cette révélation. Dans les pubs de Londres comme sur les réseaux sociaux, le débat faisait rage.
William et Harry sauraient-ils honorer la demande de leur père? Les enjeux pour William. Pour William, les implications sont multiples. D'un côté, il incarne la continuité dynastique. Le peuple attend de lui stabilité, dignité et constance. De l'autre, il doit désormais composer avec l'injonction paternelle de tendre la main à son frère. Or, ce geste, s'il venait à être perçu comme une faiblesse, pourrait ternir son image auprès des partisans de la fermeté institutionnelle. William est donc face à un dilemme. Comment concilier son rôle de futur roi avec son rôle de frère? S'il tend la main à Harry, il devra accepter de réintégrer, au moins symboliquement, celui qui a choisi l'exil et la critique publique. S'il refuse, il sera accusé de trahir la dernière volonté de son père. Les observateurs politiques soulignent que cette situation pourrait influencer directement les premières années de son règne. Une monarchie réconciliée enverrait un signal d'apaisement. Une monarchie divisée renforcerait les critiques républicaines. Les enjeux pour Harry. Pour Harry, l'enjeu est d'une autre nature. Il vit désormais aux États-Unis, loin des obligations protocolaires. Mais il reste un prince aux yeux du monde, et chaque geste de sa part résonne au Royaume-Uni. La demande paternelle l'oblige à se repositionner. Peut-il continuer à critiquer une institution que son père a explicitement voulu protéger par l'unité? Peut-il refuser la main tendue sans passer pour le fils rebelle incapable d'honorer un dernier vœu? Ses proches laissent entendre que le prince est déchiré entre son désir de liberté et son attachement à l'image de sa mère, Diana, qui rêvait d'une monarchie plus humaine. Certains affirment qu'il pourrait envisager un geste symbolique, comme un retour temporaire au Royaume-Uni pour participer à des événements caritatifs aux côtés de son frère. Mais rien n'est encore certain. Une monarchie à la croisée des chemins. En définitive, ce chapitre politique et dynastique révèle que la volonté du roi défunt n'était pas un simple testament intime. C'était un avertissement, un plan de survie pour une institution vieille de plusieurs siècles. L'avenir de la monarchie britannique dépend désormais de la capacité de ses héritiers à se réconcilier. Et cette réconciliation, si elle a lieu, devra être crédible, sincère et publique. Sans quoi, elle apparaîtra comme une manœuvre de communication incapable de convaincre un peuple de plus en plus exigeant. Une question d'avenir. La lecture des dernières volontés du roi, transmise avec sobriété par la princesse Anne, ne fut pas seulement un moment de recueillement familial et institutionnel. Elle a ouvert une nouvelle page, peut-être la plus délicate, de l'histoire récente de la monarchie britannique. Car derrière l'émotion, les regards et les mots pesés, se profile désormais une interrogation centrale. Quel avenir pour la dynastie et au-delà pour l'institution elle-même? L'opinion publique partagée. Dans les jours qui suivirent la révélation, les sondages publiés par les grands journaux britanniques montrèrent une fracture nette. Une partie de la population salua le geste du roi comme un acte de clairvoyance et de sagesse. Il a eu raison de rappeler à ses fils leurs responsabilités, affirmait une retraitée de Manchester, interrogée par la BBC. D'autres, au contraire, estimaient que cette volonté ne faisait qu'exposer au grand jour des tensions familiales qui auraient dû rester privées. On ne réconcilie pas deux frères devant le peuple, encore moins par un testament, confiait un étudiant de Bristol. Cette division reflète plus largement le rapport ambivalent des Britanniques à la monarchie. Si une majorité continue de respecter l'institution, une minorité croissante questionne son utilité et son coût. La demande d'unité familiale exprimée par le roi apparaît ainsi pour certains comme une tentative de retarder l'inévitable, un affaiblissement progressif de la légitimité monarchique. Les réactions à l'international. Au-delà du Royaume-Uni, la nouvelle eut un écho retentissant. Dans les anciens pays du Commonwealth, notamment au Canada et en Australie, où le débat républicain est plus avancé, la révélation fut interprétée comme un signe de vulnérabilité. Si même la famille royale ne peut pas rester unie, pourquoi devrions-nous continuer à la reconnaître comme notre chef d'État symbolique? Titrait un quotidien australien. Aux États-Unis, où Harry et Meghan sont installés, l'événement fit la une des magazines People,
mais aussi des médias politiques. Les talk-shows se demandèrent si le prince exilé accepterait de tendre la main à son frère, et si la monarchie pouvait encore incarner un idéal dans un monde globalisé et connecté. La comparaison avec d'autres familles royales européennes, souvent plus discrètes et moins exposées aux scandales, renforça l'idée que la dynastie britannique se trouvait dans une situation unique entre fascination et fragilité. Une bataille d'images à venir. Pour William et Harry, la demande paternelle représente désormais un défi stratégique. Chaque geste, chaque mot sera interprété par les médias et le public à l'aune de ce testament moral. S'ils se montrent ensemble, les commentateurs y verront un signe d'apaisement. S'ils persistent à s'ignorer, ce sera perçu comme un affront à la mémoire de leur père. Les équipes de communication du palais de Kensington, proche de William, réfléchissent déjà à la manière de mettre en scène une possible réconciliation. Mais le danger est grand. Une réconciliation trop visible, trop préparée, risquerait d'apparaître comme une opération de relations publiques, vidée de sincérité. À l'inverse, une absence de geste nourrirait l'idée que l'institution est incapable de se réformer, prisonnière de ses rancunes. Harry, de son côté, doit également calculer sa réaction. Un retour précipité à Londres pourrait être interprété comme une soumission, tandis qu'un refus catégorique de rapprochement serait vu comme une trahison. Dans ce jeu d'images, chaque option comporte des risques. Le rôle attendu de la princesse Anne. Dans ce climat incertain, la princesse Anne pourrait jouer un rôle de médiatrice. Sa réputation de droiture, son absence de scandale et la confiance que son père lui accordait en font une figure respectée par toutes les parties. Certains proches du palais estiment qu'elle pourrait organiser, loin des caméras, une rencontre entre ses neveux. Une telle initiative, si elle reste confidentielle, pourrait permettre de restaurer un minimum de dialogue, préalable indispensable à toute réconciliation publique. Son rôle s'apparenterait alors à celui d'un garant silencieux, non pas une figure de pouvoir, mais une voix morale, rappelant au prince l'importance de respecter la volonté paternelle. Une monarchie face à l'inconnu. La révélation de ce testament moral survient à un moment charnière. La monarchie britannique, l'une des plus anciennes institutions du monde, doit affronter des défis multiples, critiques croissantes, modernisation nécessaire, exposition médiatique incessante. Dans ce contexte, l'unité familiale apparaît comme une condition sine qua non de sa survie. Mais l'avenir reste incertain. Les divisions internes, si elles persistent, pourraient accélérer un processus de remise en cause déjà enclenché. À l'inverse, une réconciliation crédible entre William et Harry redonnerait à l'institution une image d'humanité et de résilience, capable de traverser les tempêtes. Les prochains mois seront donc décisifs. Ils diront si le testament du roi était une prophétie lucide ou un vœu pieux condamné à rester lettre morte. Une attente mondiale. Au fond, ce qui frappe le plus dans cette affaire, c'est l'attention mondiale qu'elle suscite. Rarement une famille, aussi puissante soit-elle, aura vu ses querelles intimes scrutées avec autant de passion aux quatre coins du globe. Les réseaux sociaux, les plateaux télévisés, les tribunes universitaires, partout, on s'interroge sur la portée de cette volonté. Cela souligne un paradoxe. La monarchie, institution ancrée dans la tradition, se trouve aujourd'hui prisonnière d'un monde médiatique où chaque détail devient viral. Le roi défunt, en insistant sur la transparence de son testament, avait peut-être compris ce paradoxe. Mais il reste à savoir si ses héritiers sauront en tirer les leçons. Une énigme royale, le testament moral du roi, révélé par la princesse Anne, restera comme l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire récente de la monarchie britannique. Plus qu'un simple adieu, il fut un avertissement, une injonction et un espoir. William et Harry, désormais, portent entre leurs mains non seulement leur relation fraternelle, mais aussi l'image et peut-être l'avenir d'une institution millénaire. Mais une question demeure suspendue comme une énigme. La volonté d'un père suffit-elle à guérir des années de blessures et de malentendus, et de malentendus, et de malentendus, et de malentendus?